Bonjour à tous, ici Sassa qui vous rejoint pour vous présenter le décryptage. Nous serons en compagnie du doctorant Grégoire Ramé. Il était déjà venu dans notre studio l'an dernier pour nous parler de l'extraction du sable et cette fois-ci, nous faisons le point sur l'industrie du béton et du ciment à Taïwan. Doctorant en géographie urbaine à Sciences Po Paris dans le laboratoire du CERI, Grégoire Ramé s'intéresse aux conséquences du développement des villes sur les campagnes environnantes et sur les écosystèmes, ce qui l'a conduit à se pencher sur cette matière première qui passe souvent inaperçue mais qui est indispensable aux villes modernes, le sable. Le sable et les granulats qui entrent dans la fabrication du béton. Un vaste sujet qu'il a commencé à creuser du côté de Hualien et de Pingdong, dans le nord-est et le sud de Taïwan. Puis cette année, il a en quelque sorte suivi pendant 3 mois la piste de ces grains de sable excavés du fond des rivières, qui ne sont pas arrivés dans la mer, mais dans les murs des immeubles. C'est ça. Oui, donc finalement, le grain a pas mal voyagé. L'année précédente, quand j'étais venu, on avait beaucoup parlé d'extraction, je me rappelle, et un petit peu de transport. Et cette année, j'ai fini ce transport pour suivre le sable, vraiment, comme tu dis, là, jusqu'à l'immeuble, jusqu'au moment où il est transformé, consommé en gros. La plupart du sable à Taïwan est utilisé pour les routes et pour faire du béton, donc ça va plutôt finir dans du béton ou de l'asphalte. Et donc, j'ai suivi 2 grains de sable, on va dire. Un premier qui partait de Hualien et qui allait à Taipei, et un autre qui partait plutôt de Pingdong et qui allait à Kaohsiung. L'idée, c'était de voir où est-ce qu'ils allaient, qui l'achetait, pour en faire quoi, pour l'envoyer où, qui faisait du profit là-dessus aussi, parce que le sable voyage pas tout seul en fait. Il y a des acteurs intermédiaires qui ont un business là-dedans. Donc l'idée, c'était un peu de comprendre ces acteurs, de pourquoi ils faisaient ces choses-là, etc. C'est un vaste sujet pour 3 mois de terrain, waouh. Je confirme. Selon une étude taïwanaise de 2015, 75% du sable consommé à Taipei finit dans des bâtiments, le reste dans les routes, les ponts, les digues ou encore l'extension du métro. Le terrain de Grégoire Ramé cette année était assez différent de l'an dernier, puisqu'à Hualien et Pingdong, il côtoyait les extracteurs de sable de rivière, alors qu'à Taipei et à Kaohsiung cette année, il a interrogé des acteurs du BTP en costume-cravate dans des bureaux. Même si ces acteurs coopèrent, c'était un réseau de sociabilité très différent à développer. Quand je dis qu'il y a des cultures d'entreprise, enfin des cultures vraiment différentes, je pensais à une des premières interviews qu'on a faites quand on était dans la région de Taipei. Il y a plusieurs ports qui alimentent Taipei en sable, et il y en a un où ils importent du ciment, et donc c'est une entreprise de ciment. Peut-être juste rappeler donc la différence entre le ciment et le béton. Le béton, c'est des granulats, en gros du sable ou des cailloux de différentes tailles, qui sont la base solide du matériau. Et on va rajouter du ciment pour faire du liant et de l'eau et des additifs qui vont solidifier tout ça. Donc le ciment à Taïwan, c'est d'autres entreprises que le béton, même si certaines entreprises de ciment sont mises au béton. Mais donc juste ce que je voulais dire, c'est qu'on est allé voir cette personne qui importait du ciment, et sur la même jetée, il faisait à la fois du ciment et du sable. Donc il faisait venir du sable de Hualien et du ciment un peu de l'étranger. Et il a employé des mots assez insultants en fait pour parler des personnes qui s'occupaient du sable, quoi. En gros, en sous-entendant que c'était un peu des gens qui faisaient du travail n'importe comment, qui étaient peut-être liés à des milieux illégaux, et que lui, ce qu'il faisait, c'était très propre, et que c'était pas une manière de travailler comme ce qu'il faisait. Donc c'est des gens qui peuvent avoir des contacts, mais vraiment des cultures assez différentes. Au-delà de la culture, ça peut juste être une mauvaise réputation du sable qui donc les poursuit même quand j'arrive à Taipei, quoi. Arrêtons-nous quelques instants pour faire le point avec quelques chiffres. La production annuelle de béton était de 42 millions de mètres cubes en 2025, un peu moins que les 49 millions en 2023, une baisse qui s'explique par un marché de l'immobilier en léger ralentissement. Un mètre cube de béton varie entre 2 800 $ taïwanais dans le sud et 3 000 dans le nord, c'est-à-dire entre 75 et 80 € environ. En comparaison, le sable vaut environ 650 $ taïwanais la tonne, 18 €, quand elle arrive dans le port de Keelung, près de Taipei. Donc le béton, historiquement à Taïwan, c'était plutôt des petites entreprises. Historiquement, on avait des plus petits acteurs parce que le béton était une activité qui rapportait assez peu. La vraie activité reine qui rapportait beaucoup, c'était le ciment. Et donc on a des grosses cimenteries. Tiny, Taiwan Cement, on a Yani, Asian Cement,
Taiwan Cement qui était public à l'origine, et Asian Cement qui était privé. Mais en fait, ils ont des liens entre eux, il y a des liens familiaux entre eux. Il y a même une série qui a été sortie et qui parle en fait des histoires familiales entre ces entreprises. Bref, il y a ces grandes entreprises vraiment très capitalisées qui rapportaient beaucoup historiquement, et le béton qui est beaucoup plus petit. Sauf que récemment, on a des grosses entreprises de béton qui ont émergé, notamment une qui s'appelle Guochan. Et eux importent beaucoup de ciment de l'étranger. Par contre, leur sable vient à moitié du Fujian et à moitié de Hualien. Mais en gros, si on regarde les stations qui produisent du béton, mettons que le sable part de Hualien, il est emmené de la rivière jusqu'à la carrière. C'est un centre où on va le laver, le trier. Ensuite, on l'envoie au port, on le transporte jusqu'au port soit le port de Geelong, soit le port de Taipei. Et ensuite, de là, le sable va aller directement dans des usines de béton. On peut reconnaître, souvent c'est là où on a ces espèces de camions citernes qui tournent. Et donc ces usines, on en a 416, j'ai regardé, 416 à Taïwan. Pour Taipei, vraiment, on en a 25. Et pour Kaohsiung, on en a 25. Donc il y en a beaucoup, en fait. Et elles font une sorte de petit chapelet d'usines tout autour de la ville. En gros, ils n'ont pas le droit de rentrer en ville, ce serait pas forcément intéressant pour eux. Et donc ils se mettent en périphérie des villes, à mi-chemin entre le sable, donc, qui va venir de Geelong par exemple, et l'endroit où on va consommer le béton. Parce que c'est une entreprise qui est assez locale, parce que finalement, ce qu'on me répète souvent, c'est qu'il y a une règle, qui est la règle des 1 heure, 1 heure et demie, qui est qu'une fois qu'un camion part de l'usine avec son béton à l'intérieur, la benne tourne, mais en fait, au bout d'1 heure et demie, le béton à l'intérieur solidifie. Et donc, on peut pas se permettre d'envoyer un camion depuis Ilan jusqu'à Taipei. Enfin, il faut vraiment que ce soit assez local, et donc le plus frais, avoir le béton le plus frais possible, être le plus près possible du chantier, c'est vraiment une stratégie. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que les producteurs ont tous une réflexion. Quand je pose en fait la question de qui achète le sable pour l'envoyer où, ces producteurs de béton, ils ont une connaissance assez fine de la ville, des différents chantiers, et donc ils essayent toujours de prévoir où va avoir lieu le prochain chantier, parce qu'ils ont intérêt à se positionner à cet endroit-là le plus rapidement possible pour être le plus près, et donc pouvoir vendre leurs matériaux. Et donc, moi je fais de la recherche en géographie urbaine, c'est très intéressant parce que une des entreprises que j'avais interviewées vers Shijie, ils savent qu'on est en train de construire le nouveau métro, la nouvelle ligne circulaire. Et donc, exprès, ils sont positionnés à cet endroit-là parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vendre leur béton à cet endroit-là en étant les mieux positionnés. Donc, il y a toute une réflexion de dans quelle direction va s'étendre la ville. Et donc, ça, je trouve que c'est, d'un point de vue d'urbaniste, c'est très intéressant, quoi, parce que ce sont des acteurs qui font la ville, mais qui vont prévoir aussi dans quel sens elle se développe. Malgré la baisse de la population taïwanaise en raison de la dénatalité, il semble que les chantiers continuent de plus belle, en tout cas à Taipei, le maire ayant lancé de nombreux projets de régénération urbaine d'Ougang. Clairement. Ça, c'est vraiment la question que je me posais pour Taïwan, c'est-à-dire que je suis dans une équipe de recherche internationale qui travaille sur ces questions-là, et donc on essaie de faire des comparaisons avec l'extraction comme elle peut être faite au Vietnam, en Chine, à Singapour. Donc par exemple au Vietnam, on voit qu'on est vraiment dans une sorte de boom urbain, où on a une montée de la population et beaucoup de personnes qui viennent s'installer en ville. Mais en fait, Taïwan, ça constitue un cas intéressant parce que ils sont à un stade qu'on appelle mature. En gros, ils sont dans une forme de stagnation démographique. Et pourtant, la question c'est qu'est-ce qui se passe après, quoi ? Parce que ce stade d'explosion urbaine, il est assez bien documenté. On l'a documenté en Chine, au Vietnam. Mais cette stagnation que connaît Taïwan, mais en fait que connaissent aussi des pays comme le Japon, qu'on a aussi en Europe, la question c'est, une fois qu'on a une population qui stagne, qu'est-ce qui se passe avec la demande ? Est-ce qu'elle continue d'augmenter ? Est-ce qu'on continue de construire toujours plus ? Est-ce que la demande se réduit ? En réalité, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est plutôt une sorte de stagnation. Parce qu'en fait, on a besoin d'une quantité minimale de sable pour entretenir l'infrastructure. Et aussi parce que... Alors, je fais un peu attention quand je m'exprime là-dessus, parce que c'est un sujet assez complexe. Il y a des questions de bulles immobilières qui sont évidentes. Et en fait, c'est pas du tout corrélé à la population. C'est-à-dire que le promoteur immobilier, il peut continuer de faire de l'argent en achetant un terrain, avoir une plus-value, construire un immeuble de 30 étages, qu'ils le vendent à des personnes qui ont besoin d'un appartement ou des personnes qui essayent de faire un coup immobilier ou une banque, lui, c'est pas vraiment son problème. Lui, c'est un acteur intermédiaire, quoi. Et donc à Taïwan, typiquement à Taipei, vu le prix du foncier, ils vont continuer de construire parce que le business fonctionne, quoi. Quand on s'intéresse à des questions immobilières comme ça, on voit que c'est pas directement lié à la population, strictement parlant, quoi. Si le gouvernement décide de lancer une ligne de métro, on va construire comme jamais, si on va, etc.
Il faut dire qu'à Taïwan, les immeubles ne sont pas forcément construits pour durer le plus longtemps possible. Le but est souvent de les raser au bout de 40 ou 50 ans maximum pour construire des logements neufs. Souvent, les propriétaires espèrent vivement que leurs appartements seront concernés par les politiques de régénération urbaine, qui se font selon des partenariats publics-privés. En effet, les propriétaires peuvent faire des plus-values et obtenir un logement neuf. Il y a un grand nombre d'immeubles qui approchent la fin de leur durée de vie et le marché de l'immobilier est l'un des secteurs qui tire l'économie taïwanaise. La bulle immobilière, on peut parler de bulle puisque le prix du mètre carré à Taipei est plus cher qu'à Paris alors que le salaire moyen est plus bas. Cette bulle arrange de nombreux acteurs. Ce que certains chercheurs sur le sujet, quelqu'un qui s'appelle Harvey Moloch, qui a parlé de coalition de croissance et qui montre qu'en fait on a une sorte d'alliance entre les milieux politiques, les milieux de la construction, les milieux financiers, pour dire là on peut faire une belle plus-value, on va détruire ces bâtiments qui ont 50, parfois moins, on va construire quelque chose de neuf, et donc tout le monde est un peu content, quoi, parce qu'on fait tourner le business quelque part. Ça, c'est évidemment le cas. Quand on s'intéresse au béton, il y a un peu toujours cette question-là, cet écart entre la durée de vie potentielle, on va dire, du matériau, et la durée de vie réelle. Et on va dire, si on demande à ce que le matériau tienne 20 ans, 30 ans, 40 ans, donc c'est des exigences, il faut qu'il tienne tant de temps. Donc parfois il peut y avoir des malfaçons. Donc à une certaine époque, il y a eu des scandales à Taïwan sur l'île verte, où ils avaient utilisé du sable qui contenait du sel. Et donc ça fait exploser les structures métalliques à l'intérieur du béton. Et donc on se retrouve avec des bâtiments qui s'effondrent beaucoup plus tôt que prévu. Mais même s'il n'y a pas ces malfaçons-là, en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle la durée de vie sociale. Et qui est en fait que ce bâtiment tel qu'il a été construit, 40 ans après, c'est un bâtiment de 4 étages. Techniquement, le quartier, je sais pas, on est à Nangang, le quartier s'est développé, on peut le détruire et faire un immeuble de 20 étages. Donc, techniquement, le bâtiment, il pourrait tenir, mais on n'a pas d'intérêt à le faire tenir. Et donc, on va le remplacer. Ça, c'est ce qu'on appelle la durée de vie sociale. Parce que... mais c'est marrant parce que pour moi, c'est exactement l'inverse. Parce que justement, c'est... Bien sûr, on peut comprendre cette logique d'un point de vue utilitariste ou pour faire du profit, tout simplement, ou pour que ça s'inscrive plus dans l'économie d'une certaine époque, mais en tout cas, il y a le mot social dedans, et pour moi, ces petits immeubles de 4 étages, justement, ils font tout le lien social, parce qu'en bas, il y a des petits magasins, il y a des arcades en bas, les gens discutent et tout, alors que quand on va le remplacer par un immeuble de 20 étages, en bas, il va y avoir plus rien, quoi. Il va y avoir plus de magasins, il y a une petite clôture, parfois une clôture très imposante, un gardien. Pas petit du tout, oui. Tu peux pas rentrer si t'habites pas là, et du coup, il n'y a plus aucun lien social. Ça, je suis complètement d'accord. Et surtout, là, moi, ce que j'utilise comme terme, c'est plutôt les conclusions qu'on va retrouver dans la recherche actuelle, sociologie urbaine, ou qui s'intéresse au marché de la construction. Il y a ce qu'on appelle la financiarisation de la fabrique de la ville. Et donc, il y a cette idée que pour beaucoup d'acteurs, la ville devient juste un outil financier, quoi. Et donc, on va détruire ce bâtiment pour construire parce qu'il y a une plus-value à faire. Et donc, c'est un vocabulaire très financier, mais évidemment, derrière cette question-là, il y a 1000 autres questions à prendre en compte. Et l'idée, c'est de dire, oui, le marché va vous pousser dans cette direction-là, mais il faut qu'il y ait des acteurs en face qui soient capables de résister. Que ce soit la ville qui dit, non, ça a une valeur patrimoniale, on veut le garder, des habitants qui défendent leur habitat et qui vont pas forcément appuyer ces changements-là. Donc évidemment, il peut y avoir 1000 formes de résistance à ces tendances-là, mais ça reste des tendances de fond dont il faut être conscient parce qu'elles peuvent être au contraire dangereuses, quoi. L'idée, c'est de dire, si on continue le business comme ça, c'est ce qui risque de se passer, quoi. Nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage qui vous a permis, je l'espère, d'apprendre des choses intéressantes sur le secteur de la construction et l'industrie du béton à Taïwan. Ce n'est que le début de l'interview de Grégoire Ramé qui se décline en 3 décryptages. Ne ratez pas la suite les 2 semaines prochaines. Et rendez-vous sur notre site dans la rubrique décryptage pour explorer les liens qui accompagnent cet épisode.老仔厝一栋栋，我拢买袂起，但是你煞去离阮阿公所留来的土地。啦啦啦，这是食人食天食煞食海的城市。啦啦啦，请问各位的人类，你的灵魂伫倒位？啦啦啦，甲手我
拢做掉，古厝拢拆掉。你讲要做地毯，暂时来去公园绿地。好在起甲满满是用产能来生，土地甲当作商品来卖。咱的新故乡做伙来建设，这款社会你嘛讲会出嘴，基本恁老爸。啊，莫搁讲遮济，啥物为经济，拢是有钱有权势咧官商。